La première édition des rencontres d'économique sera essentiellement studieuse, mais grâce à la diversité de la programmation, elle sera aussi joyeuse, festive, créative et un peu taquine. Ouais, les économistes! Les économistes sur Vous pouvez railler, mais n'oubliez jamais qu'un jour ou l'autre, c'est celui qui raille qui l'a dans le train. La main invisible peut-elle se satisfaire toute seule? Grand Mamamouchi, la main invisible peut-elle se satisfaire toute seule? Abusus non tolituso. Le grand Mamamouchi dit l'abus n'exclut pas l'usage. Les économistes orthodoxes encombrent les grands médias pour parler de la soi-disant crise de la dette et de l'austérité imposée au peuple. Ce n'est que la conséquence des turpitudes et de la férocité des marchés financiers. Cependant, loin des micros et des caméras, une pensée économique foisonnante est produite par de nombreux économistes hétérodoxes. Les rencontres d'économique leur donnent la parole dans une initiative citoyenne pour ouvrir un espace de débat et pour explorer des voies alternatives. Je suis très content d'être ici et surtout je suis très content d'assister à la première édition du Non. Écoutez, vous savez, les économistes ont rarement des prédictions réussies, mais il me semble que normalement les journées des économiques devraient connaître quelques suites, ne serait-ce que parce que c'est l'hommage que la vertu rend au vice, pour une fois, hein, c'est dans ce sens-là que ça marche. C'est quand même le cercle des économistes qui nous réunit tous ici, hein. Et ma foi, je les vois bien s'accrocher à leur fromage, encore un certain temps. Donc logiquement, nous devrions avoir quelques occasions de nous retrouver. Mario Draghi, vous vous rappelez, mais il a été vice-président pour l'Europe de la firme Goldman Sachs. Goldman Sachs, c'était jusqu'à récemment une firme presque aussi respectable que Barclays. Donc cette excellente Goldman Sachs, vous vous rappelez aussi peut-être, a aidé le gouvernement grec de l'époque, entre 1998 et 2001, et c'est un pur hasard au demeurant si ce gouvernement a été conservateur ou de droite, à manipuler, en fait, à maquiller sa dette par un certain nombre d'opérations. Et il se trouve que Mario Draghi, qui donc était impliqué, était au courant de cette affaire, maintenant est le directeur de la Banque Centrale Européenne. Bon. Voilà, ce que je veux dire par là, c'est que nous sommes maintenant dans une situation où non seulement la politique est passée dans un type de régime oligarchique, mais qu'en fait cette oligarchie a dérivé, est en train de dériver vers la mafia. Je vais vous faire la lecture d'un livre. Ce sont les épreuves du livre, parce que c'est des livres qu'on a toujours hâte de lire en avant-première. C'est Droite contre gauche, point d'interrogation, sous la direction de Jean-Hervé Lorenzi et Olivier Pastré, Le Cercle des économistes, paru le 25 janvier 2012 chez Fayard. Donc simplement, moi je vais simplement vous lire ce texte. Alors, déjà, dès le titre, vous voyez, ça va être long parce que dès le titre, je vais avoir une remarque à faire. Droite contre gauche, point d'interrogation. Je dirais que dans ce point d'interrogation, l'essentiel est déjà dit de l'objectif de ce livre. Quel est l'objectif central de ce livre? Donc nous, on va dire, notre objectif, ce sera gauche contre droite, point d'exclamation. Et ça fait une différence, parce que droite contre gauche, point d'interrogation, ça veut dire, finalement, il n'y a plus grand-chose qui les sépare. Et l'essentiel du travail dans ce livre, sur les questions économiques en tout cas, va être de tout faire pour que la gauche finisse par ressembler à la droite. Le néolibéralisme est un crime contre l'humanité, parce que j'avais été grossier, hein, c'est un crime contre l'humanité, véritablement. C'est comme on l'a vu aujourd'hui, ça a tout détérioré. C'est-à-dire que tous les espoirs d'une humanité un petit peu meilleure, hein, lentement, hein, qui avaient pu apparaître dans des décennies antérieures et qui pouvaient être reprises, qui pouvaient être remises en marche, tous ces espoirs sont complètement disparus. En réalité, vous avez devant vous l'aspirateur le plus puissant de la galaxie.
Le nom de cette merveille, je vous le donne en 100, je vous le donne en 1000, la D-E-D-E-E. En un mot, un seul, la dette. La façon, c'est que le film a connu un grand succès cinématographique. C'est le documentaire le plus vu français depuis 5 ou 10 ans. Voilà. Ce qui est un signe, et ce qui veut dire quand même quelque chose par rapport à la question des médias et du rôle des médias dans notre société. Alors, je pense qu'il n'y a pas que l'intérêt ou la bonne période électorale, il y a aussi cette bonne période avec le sketch qu'on a vu avant, de ces questions-là autour de la dette, de ce qu'on nous prépare, de ce qu'on nous fait en termes politiques, en termes économiques. Vous savez que le cercle des économistes, donc on parle des autres, là, le cercle des économistes a prévu un débat sur la vitalité de la société civile. C'est nous. C'est nous. Et vous savez qui va mener ce débat sur la société civile? Quelqu'un a une idée? Oui, vas-y, vas-y. Guillaume Sarkozy. Guillaume Sarkozy. Donc, comme nous sommes des non-violents, il n'est pas question d'entartrer Guillaume Sarkozy. Pourtant, il le mérite. Donc, on a préparé un kit d'auto-entartage. Voici le kit. Wow, oh putain, oh là là. Voilà. Il est parfait, c'est exactement alors, ça. Tu peux nous expliquer ce qu'il y a là? Donc, ce petit ruban, Donc gâteau chinois, parce qu'on n'a pas trouvé de génoise, chantilly, signé d'Econo, Bolduc assorti rouge à point, rappel des nez rouges, rappel nez, sticker, c'est signé. Et là il y a une petite lettre. Est-ce qu'on n'a pas un petit nez rouge à mettre avant? Mais... il est là, Pascal. Et transparent parce que... Transparent pour la sécurité. Pour la sécurité, voilà. Pour leur faciliter le boulot un peu. Oui. On est venu offrir à ce cher Guillaume Sarkozy de Malakoff Médéric un kit d'auto-entartage. On aurait bien voulu l'entarter nous-mêmes, malheureusement on n'avait pas le temps. La police aux fesses et le grand Mamamouchi est égaré en double fil. Alors voilà, on a un petit kit d'auto-entartage à remettre à Guillaume Sarkozy. Voilà. J'espère qu'il s'amusera bien avec ses copains de la cassade. C'était sympa. Le kit d'auto-entartage n'a pas été livré. Monsieur Passelet, s'il vous plaît, un petit commentaire. Conférence sur la société civile par Guillaume Sarkozy. Excellent. Grand casting. C'est pas mon domaine, mon seul domaine c'est l'économie. Ah, c'est bien. Malheureusement, on voudrait être sûr que le kit a été remis à Guillaume Sarkozy. Ouais, j'espère. Mettons assez bien à Jean-Hervé Lorenzi, président du Cercle des économistes. La plupart d'entre vous le savent, j'imagine. Ce monsieur, qui nous est généralement présenté comme professeur d'économie, ou en référence à ses responsabilités au sein de l'illustre assemblée qui se réunit à Aix, eh bien ce monsieur siège au conseil d'administration de Page Jaune, d'associés en finance, de l'Association française des opérateurs mobiles, de BNP Paribas Assurance. Il est censeur de l'Air Hermès, membre des conseils de surveillance de la compagnie financière Saint-Honoré, de BVA, du groupe Ginger et conseiller du directoire de la compagnie financière Edmond de Rothschild. Avec lui, les listes sont très longues. Soutien déclaré de M. François Hollande, il invitait récemment les Français, je cite, à renoncer aux illusions sur l'État protecteur, à faire enfin le pari audacieux en faveur du marché et surtout à éviter de porter un jugement trop hâtif sur l'industrie bancaire. Rendons hommage à nos grands anciens. Milton Friedman, Dieu et son âme, in gold he trust. Bien, aujourd'hui mon but c'est de vous parler un petit peu de comment s'est construit l'économie politique avant d'être une science économique. Donc on va remonter un petit peu loin dans le temps et à partir de l'exemple français, on va parler de ce qui s'est passé au XVIe et XVIIe siècle. Monsieur Filoche, adhérez-vous à l'idéal de la confrérie des économistes, tout entier inclus dans la maxime, excusez mon accent, Deconantus non bilivus, deconibus fer pectus conitas, qu'on peut assez fidèlement traduire par
Les plus déconnants ne sont pas ceux qu'on croit, les plus déconneurs sont parfaitement connus, que vous ne devez pas découvrir aujourd'hui, je crois. Alors, si oui, alors vous acceptez ce nez rouge que vous devez porter et qui représente la plus haute distinction de notre léger contre-ordre, en vous demandant de dire « j'en suis fier » pour que vous soyez officiellement intronisé. Il faut dire que je suis fier de m'en prendre aux économistes officiels, c'est ça? Alors là, on peut dire ça. Considérez-vous comme étant intronisé. Les crédits titrisés sont actifs, négociables. Ils s'embauchent au marché comme foin à l'étable. Notre banque, pauvresse, j'ose à peine, monsieur, s'en est gavé si bien, s'en est mis jusqu'aux yeux, que nous voilà chargés près de l'indigestion. Un peu comme un égout qui sort de la maison, mais fait soudain un coude et revient au WC. Nous baignons dans la crotte. Messieurs les conseillers, comment tourne le monde? Va-t-il correctement pour que sur lui je fonde le légitime espoir de ma réélection? Le pays doit savoir que ma circonscription, au-delà de la France et l'univers entier, que mon règne de soi tend à l'illimité. Bon, donnez-moi des nouvelles de la planète. Comment va-t-elle? Forcément pour le mieux quand je suis à sa tête. Monsieur le Président, imbécile. Monsieur le Président, le monde est chancelant. Je suis convaincu que la littérature, la poésie, la dramaturgie, etc., peut aujourd'hui porter un discours d'opposition que ne peuvent pas porter les politiques, enfermés dans le cercle qui est le leur. Et que, de la même manière qu'à l'époque de Margaret Thatcher, la grande opposition intellectuelle, politique, économique, sociale à tout ce qu'elle faisait est venue des romanciers anglais, des dramaturges, des poètes, etc., alors que les travaillistes étaient soit totalement muets, soit totalement complices. Je crois aujourd'hui qu'en France, eh bien, la parole d'opposition passe aussi par le domaine de l'imaginaire. Et je suis convaincu, je prends l'appui sur Franz Kafka pour dire que la littérature est une hache. Eh bien, cette hache, j'entends la manier et la manier vigoureusement. Chacun sait bien que dans la réalité de l'économie mondialisée dans laquelle nous nous trouvons, nous sommes confrontés à un ennemi, c'est-à-dire à une concurrence, car les entreprises sont dans le combat, sont dans la bataille. C'est la guerre économique mondiale. Oui, c'est la guerre économique mondiale pour des raisons qui sont des raisons géostratégiques, en partie liées à la dissuasion nucléaire. Mais ça, c'est un autre chapitre. C'est-à-dire que les États sont toujours dans cette logique d'affrontement et sont là pour s'autodétruire. Mais nous, dans tout ça, nous dit-on, comment tirer notre épingle du jeu? Alors on va voir des économistes, on va voir des consultants, on leur pose la question et ils vous regardent en ricanant. Mais monsieur, nous ne pouvons pas tirer notre épingle du jeu parce que nous sommes confrontés à une réalité contre laquelle nous ne pouvons pas grand-chose, surtout si nous refusons de la penser. Très bien, mais quelle est donc cette réalité à laquelle nous sommes confrontés? Eh bien, cette réalité est celle du travail humain. Regardez en France, combien coûte une journée de travail d'un travailleur normal, d'un employé salarié, avec tous ses acquis sociaux? C'est bien la raison pour laquelle nous autres, chez EDF, mais il y a la même chose chez Orange, et dans d'autres entreprises de services, nous faisons venir des ouvriers, par exemple polonais, mais d'autres régions du monde, car ils n'ont pas la couverture sociale, ils nous coûtent donc moins cher. C'est Lorenzi qui m'a appelé pour présider la cérémonie des récompenses pour les économistes. Donc voilà, avec une modeste rallonge de 25 000 €. Donc on va pas tarder à procéder à l'ouverture de la cérémonie. Le prix du conflit d'intérêt. Après une longue hésitation et un long débat, a été remis à Daniel Cohen. Daniel Cohen. Voilà, Daniel Cohen est désolé, il est pris par d'autres occupations. Il a, je crois, des rendez-vous très importants. Et il m'a chargé, moi, sa collaboratrice très particulière, de vous faire part de sa reconnaissance. Il est très flatté, il ne s'attendait absolument pas à ce prix et c'est pourquoi il avait préparé ce petit papier à votre intention.
Il est un peu surpris de l'intitulé de ce prix, bien qu'il soit flatté. Mais contrairement à certaines vagues rumeurs, il est uniquement préoccupé par son beau métier d'enseignant et d'universitaire. Cependant, il tient toutefois à remercier la banque Lazare qui le rémunère pour de menus services et lui verse une rémunération tout à fait symbolique de 2 ou 3 petits millions d'euros. Il tient à vous rappeler la mission quasi philanthropique de cet établissement qui s'est dévoué pour le sauvetage de l'État grec en lui prêtant à des taux défiant toute concurrence. Merci. On va passer au deuxième prix, qui est très drôle lui aussi, le prix Babar de l'énormité de la tromperie. C'est à toi. Monsieur Patrick Artus. Patrick Artus. Et donc Cyril. C'est avec une grande déception que je vous annonce que monsieur Patrick Artus, hier vers 22h50, était placé sous tutelle judiciaire. Donc du coup, le juge m'a fait son représentant légal. Donc ça commence aujourd'hui. Hein. Je suis donc très heureux de recevoir le prix à sa place. Voilà, ben merci. Bravo. Montre-le, montre-le. Passons à la remise du prix de la boule de cristal. Jacques Attali, mon favori. Bravo. Quel succès! Eh bien bonjour, mon infinie capacité à manger à tous les râteliers m'empêchait de me faire représenter. Je suis donc Jacques Attali, en personne. Un petit regret de ne pas avoir pu venir avec mon orchestre symphonique. Mais mes conseils dans le domaine de la dérégulation du secteur des transports n'ayant pas été suivis, le budget était trop important pour la manifestation. Vraiment, je suis désolé. Je suis très touché de ce cadeau parce que, comme vous le savez, je suis toujours le conseiller de François Mitterrand. Je crois aux forces de l'esprit. Mais les forces de l'esprit passant par les carcasses de poulet doux, ça va se terminer. Donc c'est vraiment un très beau cadeau. Maintenant je vous laisse parce que j'ai un rendez-vous avec François Hollande. Non, il n'est pas mort. Mais vu les premières semaines de son mandat, j'ai un petit rapport sur la croissance, je crois qu'il est prêt. Le prix de la Jean-Double à la pensée unique. Alors pour ce prix, il n'est point besoin d'être grand mamabouchi pour désigner Jean-Hervé Lorenzi. Je ne lui remettrai pas parce que je n'irai pas le voir chez lui. Donc s'il veut le récupérer, il faudra qu'il vienne chez moi, s'il en a le courage, sachant que pour corser un peu l'affaire, il se fait que je n'ai pas de domicile en ce moment. Voilà, merci pour ce prix. On va quand même avoir une petite dédicace pour les personnes à qui on doit cette magnifique aventure. Et je dois dire qu'on est très ému de ce qu'on a vécu là ces 4 mois et on vous donne tous rendez-vous très rapidement pour repartir sur la 2e édition. Mais on n'oublie pas que si on est là aujourd'hui, c'est grâce au Cercle des économistes, on les applaudit. Lorenzi. Ne me nie que pas, faut pas me manquer, tout peut s'oublier, ouais mais pas ça. Oh, t'as pas un capé?
Les économistes officiels crèvent d'envie de venir parler avec nous pour récupérer les thèmes de la société civile et se retrouver enfin en connexion avec le vrai monde et les vrais gens.